Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des travaux récents et sur l'endommagement et les couplages avec les propriétés de transport dans des milieux qui sont peu perméables. Donc au tout d'abord, je vais vous définir un peu toutes ces notions, puisque je suppose que vous n'êtes pas tous spécialistes de ces domaines-là. Donc dans une première partie, je ferai des généralités vraiment en redéfinissant notamment le vocabulaire de base et qu'est-ce qu'on appelle un milieu peu perméable. Ensuite, je vous présenterai quelques cas industriels. Forcément, je ne serai pas exhaustif, hein, mais bon, c'est, on va dire, les cas qui m'ont intéressé ces dernières années. Je vous parlerai de distribution de taille de port, de mesures de perméabilité, de prédiction de perméabilité, de couplage donc, entre l'endommagement et les propriétés de transport. Et je finirai sur des effets de confinement dans les milieux peu perméables. Donc il y a des ports qui sont très petits, de taille nanométrique, et ça entraîne des choses inhabituelles. Et voilà. Et donc je vais essayer de rester dans le timing. Donc au niveau des généralités, donc qu'est-ce qu'on appelle un milieu poreux? Donc là, je suis reparti un peu quand même on va dire, des définitions de base. Donc la porosité, c'est la fraction volumique de vide. Okay, il y a différents types de porosité. Et c'est un peu une particularité de ces milieux-là, c'est que c'est vraiment multi-échelle, dans le sens où on peut balayer des tailles de pores qui sont en dessous du nanomètre. Donc d'un point de vue vocabulaire, ça s'appelle des micropores. Ensuite, on a les mésopores et les macropores qui sont d'une taille supérieure à 50 nanomètres. Et ensuite, on décline le côté plus fissuration avec les micro-fissures, des macro-fissures, et la particularité notamment en génie pétrolier, c'est qu'on peut être sur des failles qui sont de taille métrique. Donc on va balayer vraiment toutes ces échelles de pores, sachant que les milieux poreux peu perméables, c'est surtout les mésopores qui vont nous intéresser. Donc cette classification, elle est en train d'évoluer. Parce qu'en fait, avoir des micropores de taille nanométrique, d'un point de vue vocabulaire, ça ne met jamais personne d'accord. Donc cette année, normalement, il y a une nouvelle recommandation de la UPAC qui va sortir. Donc la porosité, c'est la fraction volumique de vide. La surface spécifique, c'est la surface totale, donc, qui est différente de la surface apparente. C'est la surface développée de tous les pores, divisée par la masse. Et en fait, ces deux grandeurs sont contrôlées par la distribution de taille de pore. Donc quand on s'intéresse au milieu peu perméable, je vais plutôt vous parler de distribution de taille de pore que vraiment de porosité. Parce qu'à porosité équivalente, si on a des tout petits pores, et ben on a des grandes surfaces spécifiques. Et donc les phénomènes sont plutôt contrôlés par ça. D'un point de vue vocabulaire, donc on parle aussi souvent de la tortuosité, même si la tortuosité c'est quelque chose de très compliqué. En 2D, on va dire que c'est la longueur réelle fait que voit une molécule de fluide, on va dire, sur la longueur de l'échantillon. C'est difficile à définir en 3D, ça peut dépendre de la rugosité. A priori, on pourrait définir en fait une tortuosité par taille de pore, donc c'est assez compliqué, mais c'est une grandeur qui est très macroscopique, mais qu'on est obligé de prendre en compte. On distingue aussi la connectivité, parce qu'en fait, il y a de la porosité qui participe au transport. Tout ce qui est porosité ouverte, et il y a de la porosité qui peut être occluse et qui ne participe pas au transport. Donc en fait, moi, dans la suite, je vais vous parler que de porosité ouverte. Donc quels sont les milieux poreux? Donc là, encore une fois, je ne vais pas être exhaustif, mais quels sont les milieux poreux qui m'intéressent, on va dire? Donc, bien sûr, il y a les matériaux cimentaires, hein, au niveau des réunions universitaires de génie civil, c'est principalement ce qui nous intéresse. Mais moi, je m'intéresse beaucoup aux géomatériaux, donc aux roches, au charbon. On va beaucoup vous parler aussi de sol par la suite. Donc, qui sont pour moi les matériaux que je vise. Même si je travaille pas mal sur les matériaux cimentaires, parce que en fait, une carotte de roche, déjà, ça coûte cher à extraire. C'est très hétérogène. Et donc, si on veut développer des modèles ou développer de nouvelles expériences pour regarder des phénomènes, c'est plus simple de travailler sur des matériaux dont on maîtrise l'hétérogénéité. Donc, la plupart des études qu'on mène, on les commence sur des matériaux cimentaires et à la fin, on vise des géomatériaux. On travaille aussi pas mal sur des charbons actifs qui ont la spécificité d'avoir une très grande surface spécifique et donc qui, du coup, mettent en jeu les phénomènes de confinement dont je vous parlerai à la fin de la présentation. Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres matériaux poreux. Hein. Tous les biomatériaux, les eaux, etc. sont poreux. Alors, d'un point de vue vocabulaire, qu'est-ce que c'est que la faible perméabilité, donc tight en anglais?
Donc la perméabilité, on l'a définie traditionnellement. Donc on source de Darcy, d'accord. Donc bon, ça c'est l'équation locale. C'est pas directement l'équation de Darcy, mais c'est son équivalent local. Si le fluide qui est transporté est incompressible, donc comme classiquement de l'eau, bah, la perméabilité elle est dite intrinsèque. En fait, elle va dépendre uniquement du milieu poreux. Et donc cette perméabilité, elle s'exprime en mètres carrés ou en Darcy, comme on veut. Donc 1 Darcy, c'est 10-12 mètres carrés. Et en fait, les matériaux faiblement perméables, on est plutôt autour de 0,1 millidarcy jusqu'au microdarcy. En dessous de ça, donc, on est dans les matériaux très très peu perméables, et ça va sortir un peu de ma présentation aujourd'hui. D'accord. Donc SourceRock, c'est la roche-mère dans des applications génie pétrolière. Tightrock, c'est les roches très peu perméables, et le béton est dans... Voilà. En fait, des bétons, on peut en faire un peu à toutes les perméabilités. On va dire qu'on commence ici, quoi. Alors la particularité, c'est que la perméabilité, elle n'est pas directement pilotée par la porosité, mais plutôt par la taille de pore qui met en jeu l'écoulement. Et en fait, dans les tout petits pores, la loi de Darcy, elle est plus valable. Et donc, on va voir que la perméabilité, elle devient apparente, elle n'est plus intrinsèque au milieu poreux. Donc là, je vous ai repris la figure avec les différentes échelles de porosité. Et j'ai essayé de vous mettre un peu les différents régimes d'écoulement qu'on peut rencontrer dans ces porosités. Donc en fait, si on a des macro-fissures, la loi de Darcy, effectivement, est valable. On a une perméabilité qui est intrinsèque. Si on descend en taille de pore, donc déjà dans les micro-fissures, on a ce qu'on appelle l'effet de Klinkenberg. Donc en fait, on a la perméabilité qui devient apparente et on n'a plus un écoulement de type Poiseuille dans une conduite, si vous voulez. On a un glissement des molécules de fluide aux parois et donc en fait, le fluide est accéléré. Et donc la perméabilité dépend de la pression. Dans les tout petits pores, en fait, puisqu'on est en dessous du nanomètre, on n'a plus vraiment un milieu continu, on va dire, dans le fluide. On observe de la diffusion moléculaire, donc c'est les effets de Knudsen, et entre les deux, on a un régime de transition. Et malheureusement, c'est dans ce domaine-là qu'on se situe pour les milieux tight. Au niveau des outils de simulation, à la toute petite échelle, l'outil principal, c'est la simulation en dynamique moléculaire. Mais je ne vais pas vous en présenter des résultats aujourd'hui, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Ensuite, on a les outils, on va dire, qui permettent de représenter le milieu continu, donc que ce soit des éléments finis ou des éléments lattices, on peut descendre comme ça avec des échelles, des approches mésoscopiques. Donc c'est très multi-échelle et très multiphysique. Donc le côté endommagement et fissuration, je pense que vous êtes quand même plus familier de ces notions-là. La plupart des milieux poreux sont quasi fragiles, d'accord, au sens de la microfissuration, c'est-à-dire qu'en fait, ils mettent en jeu une zone d'élaboration. Donc ça, je pense que vous êtes habitués de ces concepts-là. Donc en fait, on a une zone qui microfissure lors de la rupture. D'accord. Donc on a des microfissures qui vont coalescer et qui vont à la fin générer une macrofissure qui va propager et être entourée de cette zone d'élaboration. Donc ça, on peut le visualiser expérimentalement avec des essais mettant en jeu l'émission acoustique. En fait, on place des capteurs sur l'échantillon, on écoute ce qui se passe, et en fait, quand il y a un endommagement, ça produit un son. Et donc, avec 4 capteurs, par exemple, sur une surface, on peut, avec 3 capteurs, en fait, on peut en connaissant la vitesse de propagation du son dans le béton, on peut triangulariser et localiser les lieux d'endommagement. Donc ça donne des cartes comme ça d'endommagement avec une couleur qui dépend de l'intensité du signal acoustique émis. Et donc on voit en fait effectivement, donc là on a une fissure initiale, on fait de la flexion de 3 points et en fait on a une zone d'élaboration qui se développe et qui est loin d'être négligeable. Alors dans nos problématiques, déjà en rupture, c'est beaucoup étudié parce que ça amène des effets d'échelle, des effets de bord, et surtout dans une problématique de fissuration en réservoir par exemple, c'est dans cette zone-là qu'on va principalement changer les propriétés de transport. Donc si on cherche à augmenter la perméabilité, on va essayer d'augmenter cette zone d'élaboration. Donc juste pour résumer, donc, dans la partie généralité, donc, quand on a une fissure, une macro-fissure qui se développe, on va dire qu'on est dans un écoulement de Poiseuille, on va avoir une perméabilité qui est proportionnelle à l'ouverture de fissure au cube. Dans la zone d'élaboration, je ne vais pas trop développer la dépendance de la perméabilité à l'endommagement. Je vous ramène là-dessus aux travaux qui ont été faits notamment
à Nantes. Là-dessus, on peut exprimer la perméabilité en fonction d'une fonction d'endommagement. Et dans le milieu poreux, eh ben, la perméabilité, dans les petits pores, quand on n'a pas encore de microfissuration dans le réseau initial, elle dépend plutôt de la taille de pore. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup vous parler de ça. Et je vais aussi vous montrer qu'en fait, représenter la perméabilité dans cette zone-là, dans la zone d'élaboration, en fonction de l'endommagement, c'est bien, mais c'est pas trop la densité de microfissures qui compte, c'est plutôt la connectivité du réseau. Et donc, on regarde aussi à l'échelle mésoscopique ce qui se passe vraiment dans cette zone d'élaboration. Oui, c'est bon. Ok, donc ça c'était pour les généralités et un peu le vocabulaire. Je vous présentais quelques applications industrielles. Donc, comme je vous l'ai dit, donc moi je travaille dans un laboratoire qui s'intéresse beaucoup au génie pétrolier. Là, je vous représentais une carte issue du site de Total, où on distingue en fait les différents types de réservoirs et justement quels sont les réservoirs conventionnels en fait. À la base, on a une roche, on va dire une roche-mère qui va générer le gaz. Ce gaz ensuite, il migre. Il peut migrer dans un réservoir dit traditionnel qui a une forte perméabilité. Dans ce cas-là, c'est gagné, on creuse un puits et l'extraction est quand même facilitée. Sinon, en fait, ce gaz peut migrer soit dans des réservoirs qui ont une très faible perméabilité, donc on appelle les tas de gaz, soit en fait, ces réservoirs-là ne nous suffisent pas et donc on cherche à aller voir directement à produire ce qui se passe dans la roche-mère. Et donc, pour cela, on utilise donc, le procédé de fracturation hydraulique. On peut aussi avoir du gaz qui est piégé dans des lits de charbon. Ça, je vous montrerai à la fin quelques particularités sur ces problématiques-là. Alors, la particularité de cette problématique, c'est que c'est très multiphysique et très multi-échelle. Si on s'intéresse au phénomène justement de fracturation hydraulique, donc en fait, on a une roche qui est très peu perméable initialement. Donc du coup, on a des pressions, enfin des gradients de pression qui sont très faibles. Et donc, si on veut extraire le gaz qui est piégé, il faut stimuler. Donc, la technique commune pour ça, c'est la fracturation hydraulique. Donc ça consiste à quoi? On creuse un puits, on le remplit d'eau, on monte en pression et on va générer une fissure à plusieurs stages. On va générer plusieurs fissures pour essayer d'augmenter localement la perméabilité. Alors cette technique-là, elle est interdite pour la production d'hydrocarbures en France, mais des entreprises françaises l'utilisent dans d'autres pays. Elle est assez peu efficace, parce qu'en fait, on va générer une fissure qui est très localisée, et en fait, on change les propriétés de transport vraiment très localement. Et les couplages multiphysiques complexes qui sont mis en jeu sont assez peu connus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours une faible efficacité. Et donc, si on veut améliorer aux propriétés d'autres techniques, il faut s'intéresser un peu à ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on a comme phénomène multiphysique? En fait, on a par exemple une fissure qui est stimulée hydrauliquement. Elle va rencontrer des joints qui sont initialement présents dans les roches de type shale rock. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le volume stimulé, quel est le volume de roche qu'on va stimuler, c'est-à-dire où est-ce qu'on va changer les propriétés de transport, qu'est-ce qui se passe quand la fissure principale rencontre un réseau secondaire, etc. Et la particularité, c'est qu'en fait, dans les milieux poreux peu perméables, le gaz, en fait, il n'est pas libre dans la porosité, il est piégé sous forme adsorbée. Donc l'adsorption, c'est l'affinité des molécules avec la paroi des solides, c'est un peu comme la condensation sur une vitre. Donc c'est réversible, donc on va désorber, en produisant le gaz, en le déplétant, on va désorber le gaz. Mais le fait que ce gaz soit adsorbé dans des petits pores, ça peut conduire à des phénomènes intéressants. Alors il y a bien sûr d'autres applications industrielles. Je vous ai dit, le gaz il peut être piégé dans un lit de charbon, donc sous forme adsorbée. Le méthane, en fait, s'absorbe moins sur le charbon que le CO2. Donc pour améliorer la production, ce qu'on peut faire, c'est injecter du dioxyde de carbone. Ça va chasser le méthane. Et comme ça, on va produire. En même temps, puisque on va piéger le dioxyde de carbone sous forme adsorbée dans un lit de charbon, c'est une technique de stockage de CO2 pour diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Alors la particularité, par exemple, sur cette problématique industrielle, c'est que le charbon naturel, il y a deux porosités. Enfin, il y a deux types de taille de pore par rapport aux échelles que je vous ai présentées. Donc il y a la porosité où vraiment le gaz, le méthane est piégé. Donc là, c'est des nanopores.
Et il y a la porosité qui permet le transport, donc le réseau de micro-fissures initiales, si vous voulez. Le dioxyde de carbone, il va s'absorber préférentiellement par rapport au méthane, donc il va chasser le méthane, mais malheureusement, du fait de l'absorption, on a des couplages mécaniques qui se produisent, c'est-à-dire qu'en fait, du fait de l'absorption, le charbon il gonfle. Donc quand on a fait absorber un gaz, le charbon a tendance à gonfler. Donc puisque le dioxyde de carbone s'absorbe plus que le CH4, eh ben, le système va gonfler plus quand on va injecter du dioxyde de carbone que l'état naturel où il était avec du méthane. Et dans ce cas-là, on peut refermer la perméabilité de transport. Donc en fait, on cherche à produire plus de méthane en injectant du CO2, et malheureusement, la roche gonfle, on ferme la porosité de transport, et en fait, la production chute très vite. Alors il y a beaucoup d'autres cas, je vais passer très rapidement. Bien sûr, on fait de la fracturation hydraulique, on n'en fait pas pour la production d'hydrocarbures, mais on en fait par exemple en géothermie profonde. Donc la géothermie profonde, l'idée c'est d'utiliser en fait le gradient thermique suivant la profondeur, c'est-à-dire qu'on va aller en profondeur chercher de la chaleur, donc on injecte de l'eau froide et on récupère de l'eau chaude, et pour augmenter les surfaces d'échange, on va créer un réseau de fissuration. Là, je vous parlais un peu de sûreté nucléaire. Mes collègues en parleront peut-être plus ensuite, puisque là, on passe sur un domaine sur des milieux poreux qui sont non saturés. Donc, par exemple, si on a un accident, on va avoir à un moment donné de la vapeur qui va être générée, typiquement 180 degrés, 5 bars. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir justement les fuites lors d'un accident et d'être capable de quantifier ces fuites. Et donc du coup, il faut être capable de prédire les propriétés de transport dans une enceinte qui est naturellement partiellement saturée et voir l'évolution. Donc là, c'est un peu une thématique contraire. On cherche à maintenir une faible perméabilité plutôt qu'à l'augmenter. De la même manière pour le stockage à long terme de déchets. On cherche à assurer une perméabilité sur plusieurs années. Donc là, on va plutôt regarder des déformations différées et regarder l'évolution des propriétés de transport. De la même manière, je vous ai dit que les milieux poreux, il y en a plein. Hein. Donc, par exemple, l'ostéoporose est pilotée par les échanges qui se font dans les tout petits pores dans les eaux. Donc voilà. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans le cadre du sujet. Donc, je vais vous parler de distribution de taille de pore. Ce que je vais vous expliquer, c'est que dans les milieux poreux peu perméables, en fait, il y a des phénomènes qui sont dus au fait que les pores sont petits vis-à-vis de la taille des molécules qui sont transportées. Et donc, on ne peut pas directement relier la perméabilité à la porosité. Alors, je vous avais expliqué tout à l'heure que on pouvait faire de la simulation moléculaire, qui avait différents outils de simulation. Quels sont les outils qui existent par contre pour la caractérisation? Alors il y a beaucoup d'outils de caractérisation directe et indirecte. Donc ce que j'appelle l'outil de caractérisation directe, c'est de l'imagerie. On va visualiser le réseau poreux. Donc typiquement de la tomographie, on peut faire de la microscopie optique directement, ou du SIM, etc., ou de l'AFM. Il y a aussi ce qu'on appelle des outils de caractérisation indirects, c'est-à-dire qu'on va essayer d'obtenir, à l'aide d'un modèle, la distribution de taille de pore, mais sans y imager directement le milieu. Donc il y a la porosimétrie par fissorption ou la porosimétrie par intrusion de mercure. Et en fait, pour les milieux tight, les tailles de pore qui nous intéressent, on est en dessous du micromètre. Et malheureusement, la plupart des outils de visualisation directe ne fonctionnent pas à cette résolution-là. Et donc nous, on utilise des outils de caractérisation indirecte. Alors, on pourrait utiliser de l'AFM ou de la SIM, mais là, la problématique, c'est qu'on n'a accès qu'en surface. Donc après, on peut faire des tranches. Quand on peut coupler ça à la ionisation, où on peut faire des tranches pour avoir une idée, mais du coup, c'est destructif. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une idée, on va dire, de la distribution de taille de pore en volume. Donc je vais vous parler un peu de ces outils de caractérisation aussi. Alors il y a bien sûr plein d'autres techniques. J'ai pas mal de références dans la présentation. À la fin, il y a la bibliographie. Donc, comme la présentation sera disponible en ligne, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse chaque référence. Et donc, notamment au laboratoire, on utilise aussi ces outils-là, mais
pour caractériser des porosités plus grandes, dans les milieux peu perméables, on utilise principalement la porosimétrie, qu'elle soit par physisorption ou par intrusion de mercure. Et donc typiquement le genre d'appareil, donc là bon, je ne fais pas de publicité pour une marque en particulier, hein, mais bon, voilà, j'ai pris les photos des équipements qu'on avait chez nous. Et donc en fait on peut faire de la physisorption, enfin de la porosimétrie par physisorption, c'est-à-dire par adsorption de gaz, notamment d'azote, ou on peut faire de l'intrusion de mercure. Et en fait avec ce genre d'appareil, on peut balayer toute la microporosité, la mésoporosité et la macroporosité. Donc avant et avec l'intrusion de mercure, on va jusqu'aux microfissions. Et donc ça nous, en imageant la distribution de taille de pore, c'est-à-dire la répartition relative de volume de pore de chaque taille, on est capable de décrire un peu toutes les échelles. Donc l'intrusion de mercure, comment ça marche? Bon, c'est comme ça on utilise le mercure, c'est quand même assez, il faut faire un peu attention en laboratoire. Mais il y a un moratoire, donc on peut toujours utiliser la porosimétrie mercure en laboratoire. Donc l'idée en fait elle est assez simple, on va faire de l'intrusion de mercure. Donc on a un capillaire, si vous voulez, qui est rempli de mercure au départ, donc qui a une conductance donnée, et puis on va mettre sous pression ce capillaire, donc forcer l'intrusion du mercure dans l'échantillon, et donc à chaque pression va correspondre avec la loi de Laplace un diamètre de pore, et donc on est capable comme ça de savoir quel est le volume introduit en mesurant la conductance de la colonne. On va savoir quel est le volume introduit pour chaque pression, et donc de cette manière-là, remonter à la distribution de taille de pore, à la porosité, etc. Donc la difficulté ici principale, c'est quoi? C'est d'identifier pour le matériau qu'on considère quelle est la tension de surface et quel est l'angle de contact. D'accord? Parce qu'en fait, puisqu'on cherche à caractériser ce qui se passe, comment le mercure s'introduit dans le poreux, si on ne sait pas exactement l'affinité du mercure avec le poreux, on va dire, la mouillabilité, etc., eh ben, on a des paramètres. Hein, tout ce qui est caractérisation indirecte, malheureusement, il y a toujours un modèle. C'est pas une donnée directe. On va dire le mesurable expérimental, c'est quoi? C'est la pression, c'est pression et volume. Mais derrière, pour passer de la pression au diamètre de pore, il y a un modèle. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc là, on a une courbe d'intrusion de mercure et d'extrusion. Donc on a un hystérésis, et l'hystérésis, c'est le volume de mercure piégé. Voilà une distribution de taille de pore. Donc traditionnellement, on la représente comme la différentielle du volume injecté par rapport à la taille. On fait ça en diagramme log-log pour mieux voir les petits pores. Et voilà. Alors, on peut s'affranchir du côté porosité piégée en faisant des cycles. C'est-à-dire que à l'extrusion, il y a toujours un volume qui est piégé. Si on refait un deuxième cycle ou un troisième cycle, en fait, ce volume-là ne participe plus à la PSD pour le deuxième et le troisième cycle. Et donc là, par exemple, on voit sur un mortier, entre deux cycles, on passe d'une porosité de 8%, d'une porosité de 16%, une porosité de 8%. Donc on voit qu'on est toujours piqué à peu près sur la même taille de pore, mais on a diminué les volumes. La porosimétrie par physisorption, c'est pareil, ça demanderait pas mal de développement. Juste vous expliquer un peu, donc on va essayer de caractériser notamment les surfaces spécifiques qui vont être directement dépendantes de la taille de pore. On peut aussi aller chercher les distributions de taille de pore. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On mesure la quantité de gaz qui va s'absorber sur le poreux. Et après, de cette quantité de gaz mesurée expérimentalement, avec un modèle, encore une fois, on peut en déduire la surface spécifique et la distribution de taille de pore. Ok, les mesures de perméabilité, donc ça je pense que c'est des choses que vous connaissez. Hein. Bon, la perméabilité intrinsèque, donc ça c'est la vraie loi globale de Darcy avec l'expérience correspondante. Donc c'est valable pour un écoulement stationnaire, un fluide incompressible, une seule phase, hein, et un fluide visqueux dans un milieu saturé. Donc tout ce qui est non saturé, vous verrez ça dans les présentations suivantes. Et donc on définit comme ça la perméabilité intrinsèque à partir de la loi de Darcy. Donc en fait, ici on a la vitesse, ici c'est la vitesse de filtration, c'est pas la vitesse réelle des molécules, c'est la vitesse macroscopique, et on déduit directement la perméabilité intrinsèque. La problématique... Oui. Bon,
avant de parler de la problématique dans les milieux poreux peu perméables, donc comment on fait en pratique? Qu'est-ce qu'on va mesurer si on veut faire une expérience? Enfin, qu'est-ce qu'un perméamètre, on va dire? Donc on a le débit en fonction de la pression. Et donc il y a déjà un effet de compressibilité. Parce que ça, c'est vrai pour cette loi-là, elle est vraie pour un fluide incompressible. Si on veut s'intéresser par exemple au transport de gaz, de méthane ou dioxyde de carbone, puisqu'on a quelque chose de compressible, on a déjà une dépendance, on va dire, enfin on a déjà la pression qui intervient de façon naturelle. Parce que ce qu'on va écrire, on n'a pas conservation du débit volumique, si vous voulez, on a conservation du débit massique par contre, ça c'est sûr. Et en écrivant, si le fluide qui est transporté, on peut considérer que c'est un fluide parfait, on peut directement relier les deux, et donc on va pouvoir relier le débit massique aval ou amont en fonction de la pression. Et donc en intégrant et en disant que ce débit se conserve, on va pouvoir caractériser la perméabilité. Et donc on fait le lien, par exemple, là du coup le débit volumique, lui n'est pas le même amont et aval, il ne se conserve pas. Mais par exemple on peut avoir le débit ici à aval du coup, en fonction de la pression moyenne et de l'écart de pression au travers des deux côtés du poreux. Donc ça on peut le faire sur un écoulement qui est axial. On peut faire ça aussi sur un écoulement qui est radial. Donc bon, ça c'est les formules sont données dans la littérature. Hein. On peut aller voir notamment les travaux encore une fois qui ont été faits à Nantes. Alors, mes références ne sont pas exhaustives, hein, pas du tout. Je vous donne des premières pistes pour rentrer dans la biblio si jamais ça vous intéresse. Et si on a plusieurs fluides, donc la première chose c'est si les fluides sont non miscibles, mais bon ça il y aura plus de choses sur les présentations suivantes. Donc on a ce qu'on appelle les perméabilités effectives, donc ça c'est aussi juste pour vous donner le vocabulaire. Donc la perméabilité effective c'est quoi? C'est la perméabilité intrinsèque multipliée par la perméabilité relative d'un gaz par rapport à l'autre, enfin d'un fluide non miscible par rapport à l'autre. Donc ça, je pense que ça sera détaillé par la suite. Si on a des mélanges de gaz, donc des fluides qui sont miscibles, c'est un peu différent. Pour la partie écoulement de Poiseuille, on peut considérer qu'en fait on a un mélange parfait de gaz parfait, donc du coup on va caractériser le mélange. Par contre, pour la partie, si on est dans des tout petits pores, cette loi-là, elle est pas vraie, et donc il faut traiter les choses. En fait, il faut regarder comment vraiment évolue une espèce par rapport à l'autre. Et donc, si on a un effet de glissement aux parois des pores des molécules, puisque les molécules sont différentes, on a des rapports de taille de molécules par rapport à la taille de pore considérée qui est différente. Donc en fait, on a un fluide qui peut être accéléré par rapport à un autre, et donc on a des effets de séparation naturelle. Donc c'est ça un peu que j'ai essayé de vous introduire ici, parce que c'est typiquement, typiquement quand on est dans les tailles de pores entre on va dire 10 nanomètres et 50 nanomètres, hein, donc pour les mésopores, pour les milieux poreux peu perméables, on a ces effets-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste, si on considère un capillaire tout simple, on n'a pas juste un écoulement de Poiseuille avec une vitesse nulle aux parois, on a un effet de glissement, parce qu'en fait on a des chocs des molécules entre des molécules transportées avec les parois des pores. Donc ça, c'est quantifiable directement au travers de ce qu'on appelle le nombre de Knudsen, donc qui caractérise le rapport entre le libre parcours moyen de la molécule et le diamètre de pore. Ces chocs entre les molécules et les parois fait qu'en fait, on a un glissement du fluide sur la paroi, et on n'a pas un écoulement qui est purement visqueux. Et de ce fait, le fluide est accéléré. Et donc la perméabilité, elle devient apparente, parce que là, elle dépend directement de la pression à laquelle se fait l'écoulement. Et donc, on passe de la notion de perméabilité intrinsèque au sens de Darcy à la perméabilité apparente, qui est notamment caractérisée, qui a été caractérisée, dont la mesure expérimentale se fait au travers de la loi de Klinkelberg. Donc en fait, la perméabilité apparente, c'est quoi? C'est la perméabilité intrinsèque, et fois ici, donc 1 plus bêta sur la pression moyenne. Donc bêta, c'est quoi? C'est le coefficient de Klinkenberg, c'est ce qui caractérise le côté apparent et qui est en lien avec les effets de Knudsen, c'est-à-dire les chocs entre les molécules et les parois des pores. Ok, donc d'un point de vue expérimental, justement, on se sert, quand on fait la perméabilité gaz, on se sert de cet effet de Klinkenberg pour caractériser la perméabilité intrinsèque. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un écoulement, on va mesurer soit le débit entrant, soit le débit sortant, pour différents points de pression, et du coup on va tracer cette courbe-là. Et donc en fonction de l'inverse de la pression moyenne,
Et donc pour une pression, pour une pression moyenne infinie, enfin ou pour l'inverse de la pression moyenne qui est nulle, et ben, l'ordonnée à l'origine, c'est directement la perméabilité intrinsèque. Donc c'est comme ça qu'on mesure expérimentalement la perméabilité intrinsèque. Donc ça marche très bien, la mesure de perméabilité pour des milieux qui sont peu perméables, on va dire jusqu'au un peu plus qu'un micro Darcy. Par contre, même expérimentalement, c'est quelque chose qui est encore actuellement très étudié, parce qu'il y a plein de problèmes. Déjà les effets de saturation. Donc moi je ne vais pas du tout vous en parler, mais en fait, bon, par exemple, si vous voulez regarder ce qui se passe dans un milieu poreux, il est partiellement saturé de base. Donc l'écoulement, on peut le sécher. Vous pouvez avoir des interactions. Donc ces effets de saturation sont déjà à prendre en compte. L'influence de l'endommagement, du confinement, si par exemple vous êtes en train de regarder une roche, ce que vous voulez c'est connaître sa perméabilité intrinsèque ou apparente en condition de réservoir, mais le confinement a un effet sur la distribution de taille de pore et donc sur la perméabilité. De même la température. Vous pouvez avoir des effets de gonflement, par exemple de l'eau dans les argiles, ou même avec des gaz, vous pouvez avoir de l'absorption qui induit du gonflement dans des tout petits pores. Vous avez des effets d'échelle, bien sûr, mais ça, bon, comme pour tout essai expérimental, entre ce qui se passe en laboratoire et ce qui se passe à l'échelle de la structure qui vous intéresse, qu'elle soit géologique ou autre. Et quand vous descendez en perméabilité, c'est-à-dire que si vous regardez des choses en dessous du micro Darcy, vous avez le problème, c'est que en fait, dans les expériences que je vous ai présentées, on s'intéresse au régime stationnaire. Et donc il faut attendre le régime permanent pour dire ok, quel est le débit pour une pression donnée. Et quand on est sur des matériaux qui sont très très peu perméables, ce régime permanent il est très long à être obtenu. Et donc ces méthodes-là ne marchent pas très bien. Et donc, après il y a d'autres méthodes, hein. On peut utiliser des méthodes de type plus decay. Donc là c'est pareil, je vous renvoie vers En fait on va faire plutôt, au lieu de regarder le régime permanent, on va regarder au contraire le régime transitoire. On va faire un créneau de pression et on va regarder comment ce créneau se transfère dans le milieu. Et juste pour vous montrer que c'est encore des problématiques qui sont très 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 actuelles. Voilà, il y a eu un workshop en décembre dernier, il y en a un en juin dans quelques jours à l'IFP. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Même la mesure de perméabilité dans les matériaux très faiblement perméables est encore un challenge actuel. Je vous présente juste pour publicité, il y a un benchmark qui va être lancé. Donc typiquement justement pour s'intéresser à ce genre de problématique, c'est-à-dire il y aura un matériau utilisé, une vingtaine de laboratoires qui sont impliqués, et je pense qu'à la fin il y aura une quinzaine de grandeurs différentes de la perméabilité de ce matériau. Au moins, si ce n'est pas exactement le nombre de laboratoires impliqués. Mais bon, justement, c'est ça qui est intéressant, et juste pour vous dire que c'est pas encore même la mesure de perméabilité est encore un challenge. D'un point de vue modèle, et puisque ce qui nous intéresse effectivement, c'est de prédire la perméabilité, son évolution, etc. Les travaux, on va dire les premiers travaux, c'est les travaux de Kozeny-Karman. Donc cette équation, en fait, on va définir à partir de la distribution de taille de pore, on va définir ce qu'on appelle le diamètre hydraulique. Donc en fait, c'est un diamètre moyen, si vous voulez, de la distribution de taille de pore, et on fait le lien entre la perméabilité intrinsèque, la porosité, ce diamètre, et la tortuosité. Donc cette équation est encore beaucoup utilisée, même si en fait on idéalise la distribution de taille de pore réelle au travers d'un diamètre hydraulique. Donc finalement c'est assez approximatif, surtout si on est dans des petites tailles de pore, où en fait on voit que le diamètre des pores est vraiment très important pour le transport. Donc juste pour vous illustrer le problème, comment est-ce que, si on sort une distribution de taille de pore au travers d'une porosimétrie Mercure par exemple, quel est le diamètre hydraulique qu'il faut? Donc là c'est un mortier, donc on a mesuré expérimentalement la perméabilité, donc on la connaît. Donc en fait là je vous ai mis le diamètre hydraulique qui correspond à la perméabilité mesurée expérimentalement. Et on voit bien que c'est ni le pic, ni le diamètre moyen. Même si on pondère par rapport au volume, c'est pas non plus le diamètre pondéré par rapport au volume. C'est assez difficile de prédire ce diamètre hydraulique. Et donc, si on ne connaît pas la perméabilité, de prédire la perméabilité. C'est-à-dire qu'en mesurant une distribution de taille de pore, c'est assez compliqué. Alors il y a beaucoup de travaux, hein, ça fait très très longtemps que les gens s'intéressent à ça, c'est-à-dire essayer de prédire la perméabilité à partir d'une mesure soit de distribution de taille de pore, soit de porosité. Je vous ai mis quelques modèles, je ne vais pas tous les passer en détail. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, la distribution de taille de pore, elle est idéalisée, c'est-à-dire soit au travers d'un diamètre moyen, soit au travers d'une fonction, en général on utilise des fonctions log normales.
On enlève souvent les gros ports ou le bruit de mesure qui nous gêne parce que sinon la perméabilité n'est pas la bonne. Donc en fait, enfin, de base, il faut, on va dire, filtrer ou idéaliser cette distribution de taille de port. Bon, vous avez ici une petite référence où c'est une assez bonne review sur les différents modèles. Je vais juste maintenant vous présenter quelques résultats qu'on a eu dans notre groupe sur cette thématique-là, parce qu'en fait, nous, ce qu'on voulait justement, c'était ne pas idéaliser la distribution de taille de port, c'est-à-dire partir d'une distribution de taille de port brute, expérimentale, et générer un modèle qui permette de prédire la perméabilité, qu'elle soit intrinsèque ou apparente. Donc là, par exemple, la problématique, elle est là, c'est que vous avez ici une distribution de taille de port, donc on part des plus gros ports jusqu'aux plus petits, et en fait, quand on fait une mesure par intrusion de mercure, il y a deux étapes. Il y a une étape de basse pression et une étape d'haute pression. Donc la basse pression, en fait, on vient pousser le mercure avec un gaz, en général c'est de l'azote, et en basse pression, on le pousse avec de l'huile. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas cycler, puisqu'on fait le vide, on ne peut pas cycler la basse pression. Donc par exemple, s'il y a de la porosité si on a des effets de bouteille d'encre, enfin, on va dire ça simplement, si on a la porosité piégée, c'est-à-dire qu'en fait, d'un cycle à un autre, on va dire qu'il y a de la porosité qui est présente mais qui ne participe pas au transport, on ne va pas pouvoir la filtrer en basse pression. Donc là, en fait, ce qu'on voit ici, dans ce signal, là c'est le signal qui est obtenu à la basse pression, ici c'est le signal qui est obtenu à la haute pression. Mais on sait que, par exemple, sur cette perméabilité-là, on peut mesurer, sur ce matériau-là, on peut mesurer la perméabilité. On sait qu'en fait, il n'y a pas de taille de port qui participe au transport qui sont supérieures à cette valeur-là, parce que sinon, la perméabilité, elle serait 2 ou 3 ordres de grandeur supérieure. Donc en fait, ça, c'est du bruit de mesure. Et donc en général, ce qu'on fait dans la littérature, par exemple, si on idéalise cette PSD, ou soit on l'idéalise avec une fonction, soit on vient directement couper la haute pression, le signal basse pression, pardon. Mais si on veut savoir ce qui se passe, par exemple, au fur et à mesure de l'endommagement, si on a de la microfissuration qui apparaît, cette microfissuration, elle va apparaître dans cette zone-là. Et donc si on la filtrait brutalement, c'est-à-dire si on coupe, eh ben, on n'est pas capable de prédire ce qui se passe d'un point de vue évolution en fonction de l'endommagement. Donc ce qui nous intéressait, nous, dans cette problématique, c'était de garder le signal brut expérimental et en fait de s'affranchir de ces problèmes-là. Et donc bon, ça c'est quelque chose, c'est des travaux qui ont été faits dans le cadre d'une thèse qui a été soutenue l'an dernier par Fadi Kadour. Et donc en fait on a généré, on va dire, un réseau aléatoire de ports qui est similaire, enfin qui est analogue à celui qui est vu par l'intrusion de mercure. C'est-à-dire que quand on fait de la porosimétrie mercure, il y a pas mal d'hypothèses. On suppose que tous les ports sont connectés en allant des gros ports vers les plus petits, etc. Donc nous, on a gardé le même cadre d'hypothèse et on a généré un réseau. Donc qui est pas, c'est un réseau fictif, hein, c'est-à-dire que c'est pas le réseau réel. Il a rien à voir avec ça. Si on était capable d'avoir la tomographie, une résolution de tomographie qui nous permette d'aller à ces échelles-là, le réseau n'a vraiment rien à voir avec ça. Mais par contre, on va dire qu'on a un réseau qui est analogue à celui qui est vu par la distribution par la porosimétrie mercure. Et donc après, on va écrire ce qui se passe dans chaque capillaire, on va faire un assemblage, et donc bon, voilà, on somme sur tous les capillaires qui ont été faits. Donc on a un réseau qui est, on va faire aussi un traitement statistique, c'est-à-dire que l'assemblage, on va le faire de façon aléatoire, on va faire plusieurs tirages et on va moyenner, et on est capable comme ça de représenter à la fois ce qui se passe d'un point de vue perméabilité intrinsèque, mais aussi d'un point de vue perméabilité apparente. Donc là, on a fait les mesures à plusieurs gaz. Donc là, il y a de l'azote, du méthane, de l'hélium, et on voit que le modèle est capable de représenter à la fois la perméabilité intrinsèque et aussi l'évolution le coefficient de Klinkenberg. Et donc là, on voit bien la problématique quand on a plusieurs espèces, c'est que on n'a pas du tout la même. Le diamètre de la molécule d'azote et de méthane sont à peu près similaires. Par contre, le diamètre de la molécule d'hélium est beaucoup plus petit, et donc du coup, en fait, les effets de perméabilité apparente sont plus importants. Alors, je vais vous parler maintenant un peu de couplage avec l'endommagement. Et donc, puisque c'est la problématique, donc là, je vais juste vous montrer quelques résultats aussi qui ont été obtenus dans la même thèse. C'est-à-dire qu'en fait, pour caractériser l'évolution avec l'endommagement, on va passer par la distribution de taille de port, on va caractériser les évolutions de distribution de taille de port en fonction de l'endommagement. Donc en fait, on a fait des mesures sous presse. On fait des mesures de perméabilité. Donc le matériau qu'on a considéré, en fait, c'est un matériau qui est analogue à une roche de type tight reservoir, donc une roche très faiblement perméable. Donc on a fabriqué un matériau artificiel qui est analogue d'un point de vue transport et aussi d'un point de vue propriété mécanique. Et on va en fait faire de la mesure de perméabilité sous charge à différents états d'endommagement.
Et on va aussi caractériser en porosité, par intrusion de mercure, les évolutions des PSD. On va essayer, avec le modèle que je vous ai présenté, de regarder si le modèle est bien capable de prédire l'augmentation de perméabilité en fonction de l'endommagement. Donc ça, c'est la méthodologie expérimentale. Donc on fait plusieurs cas de chargement. Donc on va déjà caractériser la perméabilité initiale, on va faire des chargements, on va endommager, on va caractériser à chaque fois la perméabilité sous charge et la perméabilité déchargée. Et ensuite, on extrait. Donc l'intrusion de mercure, c'est aussi quelque chose qui est destructif, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer une fois que l'échantillon est plein de mercure, il est plein de mercure. Donc en fait, on est obligé de faire ça sur différents échantillons, à différents niveaux d'endommagement. Et donc on récupère la partie centrale et on fait l'intrusion de mercure dessus. Donc voilà l'évolution d'une courbe de chargement typique. Donc l'endommagement, on le définit classiquement comme étant la réduction relative des propriétés élastiques. Et là, on a l'évolution de l'endommagement par rapport à la contrainte pic. Et ici, je vous représente l'évolution des distributions de taille de pore. Donc typiquement, on voit qu'il y a deux évolutions. Il y a déjà les plus gros pores. On est en statique en fait, donc les plus gros pores ont tendance à grossir au fur et à mesure de l'endommagement. Mais on a aussi de la microfissuration qui apparaît. Donc en fait, ça c'est une nouvelle famille de pores. Et donc justement, la problématique qu'on avait au départ, c'est ce que je vous disais, c'est que si on coupe ici et qu'on cherche à filtrer ce signal basse pression, malheureusement, on supprime tout l'effet de la microfissuration. Donc on n'est pas capable de prédire l'évolution. Et donc là, je vous représente rapidement, je ne vais pas beaucoup plus. Donc là, c'est l'évolution de la perméabilité intrinsèque en fonction de la contrainte optique, donc en fonction de l'endommagement, si vous voulez. Donc on voit qu'on augmente de deux ordres de grandeur la perméabilité intrinsèque. Je vous ai représenté, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'évolution de la perméabilité mesurée expérimentalement, donc les croix rouges sous chargement, et les étoiles violettes après déchargement. Donc on pourrait croire que par intrusion de mercure, on caractérise en fait le réseau poreux après déchargement, mais comme on vient forcer le mercure à rentrer dans l'échantillon, le réseau qu'on caractérise, c'est plutôt celui qui était à l'état déformé. Donc en fait, on a une meilleure concordance des résultats du modèle avec la perméabilité qui était mesurée sous charge. Là, c'est de la même manière, on a l'évolution du coefficient de Klinkenberg. Donc ça, c'est les résultats préliminaires qu'on avait obtenus dans la thèse de Fadi Kadour. Avec un autre doctorant, on regarde vraiment le côté statistique, donc en lançant beaucoup de réalisations pour regarder les évolutions. Et ça, j'ai pas trop le temps de vous en parler. Ok, juste un détail, parce que c'est important. Je l'ai dit, en statique, c'est plutôt les gros pores qui vont évoluer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dynamique, ce n'est pas du tout le cas. En fait, en dynamique, la taille de pore qui va évoluer en fonction de l'endommagement, dépend du contenu fréquentiel du signal dynamique. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite au laboratoire, donc en partenariat avec le laboratoire SIAM. C'était proposé une alternative à la fracturation hydraulique. Donc au lieu de faire une fracturation hydraulique statique où on va mettre sous pression un puits rempli d'eau et générer une fissure localisée, on va essayer d'endommager de façon dynamique, donc en volume, autour du puits. Et là, la sollicitation, elle était réalisée à l'aide d'un arc électrique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, en fait, ce qu'on fait, hein, c'est qu'on remplit, on place ici une éprouvette, on a un anneau qui sert au confinement, on remplit d'eau, on crée un choc électrique, et donc on a une onde qui va se propager, cette onde va endommager en volume l'échantillon et va faire évoluer les tailles de pores. Et ce qui est intéressant, c'est que, suivant le contenu fréquentiel de l'onde, ce n'est pas forcément les plus gros pores qui augmentent. Là, ici, je vous représente ce qui passe, par exemple, pour une éprouvette donnée, on va la choquer, initialement elle n'est pas choquée, après on la choque 3 fois, on la choque 6 fois, et on voit qu'en fait, c'est plutôt, on a une augmentation des plus petits pores et une diminution des plus gros. Donc ça, c'est parce qu'on a un signal dynamique. Ok, donc, juste pour rappeler, donc là, je vous ai pas mal parlé de la perméabilité et la distribution de taille de pore. Je voudrais juste revenir un peu sur ce qui se passe dans la zone d'élaboration, parce que c'est quand même ce qui vous intéresse beaucoup pour les bétons ou pour les mortiers, mais aussi, par exemple, dans la problématique des fracturations hydrauliques. C'est vrai que le gaz est piégé initialement dans des micropores, donc c'est intéressant de savoir, lors de la déplétion, comment ce gaz, on va pouvoir le récupérer, mais ce qui intéresse quand même beaucoup l'ingénieur, on va dire, pétrolier, c'est quel est le volume, le SRV, donc le Stimulated Reservoir Volume, enfin quel est le volume stimulé lors de la fracturation, c'est-à-dire quel est le volume dans lequel on a une chance d'avoir changé les propriétés de transport. Et en fait,
Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits pour relier la perméabilité à l'endommagement. Malheureusement, la perméabilité, elle ne dépend pas directement de la densité de microfissures qui est présente, qu'on a générée, mais plutôt de sa connectivité. Parce qu'en fait, si vous générez plein de microfissures et qu'elles ne sont pas connectées, au final, vous n'avez pas vraiment changé les propriétés de transport. Et donc pour ces études-là, nous, notre approche, c'est d'aller voir ce qui se passe à la mésoéchelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de représenter les hétérogénéités et on va regarder un peu comment se passe la fissuration. Bon, pourquoi on a fait ça? C'est parce que, bon, à la base, il y a quelques années, on avait fait une vaste campagne expérimentale mettant en jeu des effets d'échelle. Là, je ne détaille pas, il y a des présentations durant les RUGC sur ces problématiques-là. En fait, la taille de la zone d'élaboration, on va dire, pour résumer, elle dépend de la taille des hétérogénéités qui sont présentes, plutôt que de la taille de la structure. Et donc, si on augmente ou diminue la structure, le rapport entre la taille de cette zone d'élaboration et la structure va faire qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes phénomènes à la rupture. Et ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on appelle les effets de bord, si on a une entaille ou pas. Donc on avait fait une campagne expérimentale où on avait testé quatre tailles différentes, avec soit des éprouvettes qui étaient entaillées, soit des éprouvettes qui n'étaient pas entaillées. Et donc on a les effets d'échelle. Donc les effets d'échelle, ça se résume comment? C'est que la résistance apparente de la structure, elle va diminuer quand la structure augmente. Donc ça, c'est déjà une problématique de base, puisqu'on teste les matériaux en laboratoire et on les met en œuvre à grande échelle en réalité. Donc par exemple, si vous regardez ici la plus petite taille, on garde toujours l'épaisseur constante. Donc en fait, quand on double la taille, la hauteur, on devrait doubler la force nécessaire pour atteindre la rupture. Vous voyez que pour la plus petite taille, on passe de 1, au lieu de passer de 1 à 2, on passe de 1 à 1,6. Ensuite, au lieu de passer de 1 à 2 à 4, on passe à 3, et de 1 à 2 à 4 et à 8, on passe à 5. Donc on voit que la résistance apparente, on va dire, diminue fortement avec l'augmentation de la taille de l'éprouvette. Donc ça, c'est direct, enfin, la cause, c'est la présence de la zone d'élaboration. Et en fait, dans notre laboratoire, il y a Peter Grassel qui est venu, il a commencé à venir en 2010, avec un modèle mésoscopique où on maille explicitement les. Donc c'est un réseau de type lattice, mais on vient mailler explicitement les hétérogénéités. Et ce qui nous a un peu bluffé au départ, c'est que ce modèle, sans aucun paramètre d'ajustement, c'est-à-dire qu'on a calé quand même l'énergie de fissuration sur une géométrie, une éprouvette, et le modèle est capable de représenter ce qui se passe pour toutes les tailles et pour toutes les géométries. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait on représente bien ce qui se passe au niveau zone d'élaboration avec ce modèle-là, puisqu'on maille explicitement les hétérogénéités. Et donc du coup, l'idée c'est, ok, si on met le transport là-dedans, puisque a priori la zone d'élaboration elle est bien représentée, on devrait bien prévoir ce qui se passe au niveau des couplages hydroméca. Donc c'est un peu l'idée. Je vais passer, sinon je ne vais pas avoir le temps. J'avais quelques slides sur la partie... Ah, non, je vais pas faire ça. J'ai quelques slides sur la partie caractérisation de la zone d'élaboration, mais sans le transport, mais je vais directement passer au transport, sinon j'aurai pas le temps. Mais bon, on va dire que le modèle, il est capable de bien représenter ce qui se passe d'un point de vue fissuration, que ce soit à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle locale. Donc pour l'échelle locale, en fait, on est allé voir, on a comparé avec des essais faits par émission acoustique, et on est capable de montrer que le modèle représente bien ce qui se passe à l'échelle locale également. Mais la thématique est plutôt sur le transport, donc je reviens sur un problème de simulation de fracturation hydraulique, et donc justement de regarder comment va évoluer une fissure principale quand elle va rencontrer des joints, quelles sont les interactions hydroméca en jeu. Donc la stratégie, elle est assez brutale, on va dire. L'idée, c'est d'avoir un modèle méso où on met toute la physique fine, et puis à l'extérieur, on a un modèle élastique, imperméable. Et puis au fur et à mesure de la propagation, l'idée, c'est de faire propager des patchs, entre guillemets, méso. Bon, ça, c'est assez classique. Donc par exemple, juste, même sans mettre de fluide, ce qui peut être intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand une fissure rencontre un joint. Si on a un matériau qui est plus raide, on va avoir de la multifissuration. Parce qu'en fait, le joint va redistribuer, on va dire, va redistribuer la fissuration initiale sur une grande longueur. Si on a un matériau qui est plus mou, et au contraire, là, on va avoir la fissure qui traverse le joint, qui traverse l'interface, sans être beaucoup modifié, on va dire, au niveau du trajet. Et là, c'est l'énergie dissipée dans le joint. Donc on voit ici qu'on dissipe de l'énergie sur une grande zone avec des niveaux d'énergie qui sont assez importants.
Alors que là, en fait, déjà on dissipe sur une très petite zone et en plus les niveaux sont 2 ordres de grandeur plus faibles. Alors l'intérêt de ce type de réseau lattice, c'est qu'en plus, en fait, on a un réseau donc mécanique qu'on utilise pour faire de la fissuration classique, mais en fait on a sous-jacent un réseau dual qui peut servir à l'écoulement. Et donc on peut très facilement faire le lien entre l'endommagement et l'écoulement, typiquement un champ de pression. Donc bon, je vous ai remis un peu les équations à prendre en compte, hein. Donc ça c'est directement issu des travaux d'Olivier Coussy. Donc typiquement, comment se passent les couplages? Bon, on a la conservation de la masse, on a l'équilibre mécanique, on a au travers du nombre de Biot, on va regarder comment la pression influe sur la matrice solide, et au travers de la loi de Darcy, et en écrivant que la perméabilité en fait dépend d'une perméabilité intrinsèque, mais aussi de l'ouverture de fissure, et ben on va faire le lien entre l'endommagement et l'ouverture de fissure locale avec l'écoulement. Donc là, je vous ai juste représenté ce type de résultat qu'on peut obtenir. Donc on a ici le maillage qui est représenté, enfin on va dire la géométrie qui est représentée. On a ici, on est imperméable, on a un confinement, et on a ici une fissure dans laquelle on va injecter du fluide à un débit constant. Et on peut regarder l'évolution de la pression au fur et à mesure de la propagation de la fissure. Donc c'est typiquement un essai de fracturation hydraulique. Donc après, l'idée c'est de regarder les débits de fuite. Enfin, bon. Ok, donc j'ai 5 minutes de retard. Donc je vous dis 2 mots sur les effets de confinement, parce que c'est quelque chose qui est assez original dans les milieux poreux quand on a les tout petits pores. Donc je reviens sur l'exemple de récupération assistée dans des lits de charbon. Donc, ce que je vous avais expliqué effectivement, c'est que on a une microporosité, donc des pores de taille nanométrique dans lequel le gaz est piégé à la base, et on a une porosité de transport. Et en fait, quand on fait absorber du gaz dans un milieu poreux qui a des tout petits pores, eh ben, il gonfle. Et ça, c'est contre-intuitif. Pourquoi c'est contre-intuitif? Parce qu'en fait, si vous prenez un milieu poreux classique, que vous l'immergez dans une enceinte et que vous mettez sous pression, bah, normalement, on devrait, la poromécanique classique nous dit qu'on a des contractions, globalement, qui mettent en jeu d'ailleurs la rigidité du squelette. Mais en fait, ça, c'est parce qu'en fait, les effets il n'y a pas de confinement dû à l'absorption. C'est-à-dire qu'on va avoir absorption des molécules de gaz aux parois, mais au sein d'un pore, comme le pore est de grande taille, on a les propriétés qui sont les mêmes propriétés qu'à l'extérieur, les propriétés bulk, c'est-à-dire par exemple la pression, la densité, au milieu du pore est la même qu'à l'extérieur. Et donc du coup, il n'y a pas d'effet de confinement et on observe bien des rétrécissements. Si on a des effets d'absorption qui se produisent dans des pores qui sont tout petits, typiquement de l'ordre de 2 nanomètres, et ça peut être qu'on considère une roche ou un matériau cimentaire, on a la présence de ces pores-là. Alors, ici, là maintenant, la pression au sein du pore et la densité au sein du pore n'est pas du tout la même qu'à l'extérieur. On a des pressions qui sont beaucoup plus grandes. D'ailleurs, on a un tenseur de pression, parce que la pression normale, la pression tangentielle, c'est pas la même chose. Et là, on observe expérimentalement des gonflements. Et donc, par exemple, dans un génie pétrolier, ça peut induire des problématiques de production pratique, c'est-à-dire qu'on va refermer la porosité de transport. Donc, en 2 mots, on essaie de caractériser ça de façon expérimentale. Donc ça, c'est un schéma d'une cellule qui permet de quantifier les quantités de gaz qui sont adsorbées. Et, donc, et en même temps, on mesure avec une caméra les champs de déformation induits, et donc on va mesurer le gonflement. Donc, je vous ai juste montré 2-3 images. Donc là, on voit, donc ça c'est de la corrélation d'image classique. On voit le champ de déplacement dans les 2 directions. Ici, c'est la norme du champ de déplacement, et on a bien des déformations radiales qui se produisent, avec une déformation qui est homogène, puisqu'en fait, on a un échantillon là qui est placé, qui est libre, c'est un cylindre. Il gonfle dans toutes les directions de la même manière, et il gonfle de façon assez importante, parce que là, je vous représente les quantités adsorbées en fonction de la pression bulk à l'extérieur, et les déformations induites, et on voit qu'on on peut avoir des déformations de l'ordre de 2%, donc ce qui est vraiment très loin d'être négligeable. Et on voit ici la problématique industrielle, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone s'absorbe beaucoup plus à une pression donnée que le méthane, donc en fait il va chasser le méthane, mais pour la même pression, il va induire une déformation dans la matrice qui est beaucoup plus importante, et donc il va refermer la porosité de transport. Donc on est capable, comme ça, avec des modèles développés au labo, de prédire les variations de macroporosité, etc. Là, c'est la même chose sur un échantillon naturel. Du coup, là, si on a l'échantillon d'avant, c'était un charbon actif, donc un matériau artificiel. Là, si on prend un charbon naturel, on va avoir des fissures, on va avoir des failles naturelles. Donc en fait, on a la même chose, mais on n'a plus un champ homogène. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour
pas trop prendre de temps sur mes collègues. Donc, je vous remercie de votre attention. Juste pour dire, donc, la présentation sera mise en ligne par la suite. Donc, il y a ici un onglet bibliographie, vous pourrez zoomer dessus. Hein. Bon, là, ça ne sert à rien, mais vous pourrez zoomer, on peut zoomer. Donc, du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et puis, il y a les contacts si jamais vous avez des questions. Et si vous en avez dans la salle, c'est encore mieux. Merci. Oui. Donc, bon, sur la première question, les effets de la technique de fracturation hydraulique sur l'environnement, moi je ne m'y intéresse pas personnellement. Elle est interdite en France parce qu'on a beaucoup de questions sur ces thématiques-là, hein, c'est une technique. Après, la technique est interdite, mais comme je l'ai dit, il y a des entreprises françaises qui l'utilisent à l'étranger. Donc bon, je pense qu'il est quand même intéressant de s'y intéresser. Pourquoi cette interdiction ici en France? Parce qu'on a beaucoup de questions et en fait c'est le principe de précaution, on va dire. Il y a beaucoup de choses, on n'est pas forcément capable de prédire. Les outils de prédiction de ce qui se passe en sous-sol quand on fait de la frac ne sont pas encore forcément au point. Donc on n'est pas capable d'expliquer ce qui va se passer. Et donc ça, voilà. Après, ça dépend après des pays. Voilà, on va dire qu'en France, c'est le principe de précaution qui a dominé sur le fait qu'effectivement, on a des questions. Par exemple, en Suisse, même la réactivation de failles dues à la fracturation, c'est quelque chose d'assez important. On l'utilise quand même pour faire de la géothermie. En Suisse, ils ont fait un moratoire là parce en faisant de la géothermie, ils ont réactivé des failles. Il y a eu un gros tremblement de terre local. Bon, voilà, il y a des problématiques. Après, moi, je ne m'intéresse pas directement, on va dire, à la pollution induite par la fracturation. Bon, en fait, moi, je fais quand même de la recherche à la base qui est assez académique, donc j'essaye d'illustrer, on va dire, pour intéresser au mieux au travers de problématiques industrielles, mais je ne fais pas vraiment de développement industriel. Ça, c'était pour la question. Ensuite, sur la question sur les distributions de taille de port, je vais essayer d'illustrer pour la réponse. Donc, la distribution initiale, c'est la rouge. Donc en fait, on a initialement dans cet échantillon-là une famille de ports, parce qu'en fait, on sait, ce que je vous expliquais, que le côté rouge, là, au départ, c'est du bruit de mesure basse pression. Pourquoi, hein? C'est parce que si on prend ces tailles de ports-là et qu'on les met, même avec une loi de Kozenik-Harman, on a une perméabilité qui est beaucoup plus grande que ce qu'on mesure expérimentalement. Et après, il y a deux choses. Il y a déjà les plus gros ports qui évoluent, mais ça, c'est la mécanique de la rupture en statique le dit, c'est-à-dire c'est les plus gros défauts qui vont grossir. Et après, à un moment donné, on a quand même de la microfissuration. Et donc ici, on a une famille de pores, on le voit à 12% d'endommagement. Cette famille de pores-là, c'est plus du bruit. Là, il y a vraiment des pores. Et d'ailleurs, le modèle, quand on prend en compte cette famille-là, on arrive à caractériser les deux ordres de grandeur. Alors du coup, il y a un traitement, on filtre en fait le signal basse pression pour pas l'avoir initialement, mais garder son influence. Ça, j'ai pas le temps de développer, mais tout ça, c'est dans la thèse de Fadi-Cadon. Après, on va dire pourquoi elle a cette forme-là. C'est parce qu'on a fabriqué ce matériau qui avait cette forme-là. On voit, donc ça, c'est un mortier. Hein. En dynamique, je vous ai présenté des résultats pour un autre mortier qui n'a pas la même composition. Et là, on voit qu'en fait, initialement, il y a deux familles de pores. Mais voilà, on va dire on n'a pas fabriqué le mortier, on n'est pas capable de prédire la formulation pour avoir telle famille de pores. Voilà. Et d'ailleurs, la problématique, c'est qu'on n'est pas capable encore, il n'y a pas de modèle qui permette de prédire l'évolution de la distribution de taille de pores en fonction de l'endommagement. Moi, ce que je vous ai montré, c'est qu'on est capable de prédire avec un modèle l'augmentation de perméabilité quand on connaît la PSD, mais on n'est pas encore capable de dire, ok, la PSD, initialement, elle est comme ça, à cause de la sollicitation mécanique, elle va évoluer, et donc du coup, on va pouvoir prédire la perméabilité apparente. Nous, on est capable pour l'instant de prédire la perméabilité apparente si on connaît la PSD. Mais l'évolution de la PSD en fonction de... Là, c'est... Ouais, ça c'est... Voilà. Merci. J'espère que c'était clair, c'est pour ça que vous n'avez pas de questions. Ouais. Sur l'évolution de la PSD, est-ce qu'il y a des modèles qui pourraient
Alors, chimique qui peut y avoir, par exemple la carbonatation qui va changer exactement. Et alors le problème d'évolution, parce que bah, du coup, hein, c'est vraiment ce qui nous intéresse, nous, hein, le but du jeu, c'est pas. Parce que là, moi, je montre l'évolution de la perméabilité en fonction de l'endommagement, mais à chaque point, on a une nouvelle PSD. Donc on a une nouvelle distribution de taille de pore. Et le modèle est juste. Tout ce que je peux dire, c'est que le modèle est bien capable de prédire ce qui se passe quand on connaît la PSD. L'évolution de la PSD, c'est autre chose. Et je ne suis pas sûr que la stratégie qu'on a employée est satisfaisante, dans le sens où on n'a pas le vrai réseau, nous, à la base. On a un réseau fictif. J'essaye de revenir à l'image. En fait, à partir de la mesure de distribution de taille de pore, on crée ce réseau-là. Et ce réseau-là, en fait, il marche bien pour l'écoulement, parce qu'on l'a fabriqué pour qu'il marche bien. Mais essayer, par exemple, de faire croître les petits pores ou les gros pores en fonction de l'endommagement dans ce réseau-là, ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est pas forcément, enfin, la connectivité, elle est pas, c'est un réseau fictif, ça. C'est pas un réseau. L'idéal, ça serait d'avoir, par exemple, prendre une image en tomographie X, et puis regarder comment ça évolue. Mais là, on est à des tailles de pores qui sont beaucoup plus grandes. J'ai des collègues en génie pétrolier, ils le font, mais ils sont plutôt capables de représenter ce qui se passe dans des micro-fissures, quoi. Pour des pores millimétriques, là, on va regarder un peu ce qui se passe. Mais sur les tailles qui nous intéressent, pour ces applications, ça ne marche pas. Mais après, voilà, on peut prendre un réseau comme ça. On imagine que si on était capable d'avoir le vrai réseau, là derrière, on pourrait mettre des lois physiques. C'est-à-dire, on pourrait faire de l'écoulement, on pourrait regarder des effets de dissolution, la carbonisation, etc. Mais pour ça, il faut avoir une vraie représentation. Et il n'y a pas de représentation 3D, enfin, en tout cas à ma connaissance, à ces tailles-là. C'est la problématique. Exactement, c'est un réseau analogue au réseau réel, au sens de la porosité mercure. Donc là, par exemple. Exactement. Là, on est en train maintenant de regarder ce qui se passe pour des effets de saturation dans la thèse de Lionel Eke, là, au laboratoire. Et bien, justement, là, on est en train de. On avait des problèmes avec avec ces gros ports. Là, maintenant, on a des problèmes. Enfin, voilà, on est en train d'améliorer le modèle, on va dire, pour tenir compte d'un autre phénomène. Mais à chaque phénomène, il faudra avoir un autre modèle. Je ne suis pas en train de dire que ce modèle-là marche pour tout. Pas du tout. Sur les gros ports, là, c'est l'artefact. Je me souviens d'être intervenu il y a une vingtaine d'années sur les technologies de l'époque où les gens cherchaient à mettre au point des essais fiables de perméabilité. Et ils avaient un problème, un artefact du même type. Comment quelque chose qui était. Et en fait, on montrait assez facilement que c'était lié au fait que lorsqu'on extrait une plaie, à l'époque, on faisait des carottes de 10 cm de diamètre. Quand on extrait, mais c'est vrai aussi quand on prend un échantillon pour faire de la PSD, on l'extrait et en fait dans un matériau comme un béton ou un mortier, il y a toujours des contraintes internes qui sont liées au retrait de la perte de ciment. Et donc on les libère et on crée une microfissuration qui est loin d'être négligeable en périphérie. Oui. Alors il y a deux choses, il y a ça, il y a la libération des contraintes initiales internes, des contraintes internes liées au retrait, puisque les granulats ils font pas de retrait, il n'y a que la base qui font, donc ça veut dire que c'est pas une contrainte interne, c'est un retrait apparent. Et il y a encore un effet de monde qui est lié au fait que l'échantillon, entre le moment où on l'a préparé et au moment où on fait l'essai, il va y avoir de la dessiccation qui va se faire. Il y a toujours plus d'eau dans un béton que l'eau nécessaire à la remplacement du ciment. Et donc, il va y avoir un séchage, un processus de séchage qui, lui, génère tout naturellement une fissuration. Donc, pour le deuxième, on avait, à l'époque, les groupes de travail qui travaillaient sur le mode opératoire d'essai avaient mis au point une procédure qui permettait de limiter au maximum la fissuration périphérique. Alors, il est possible que l'artefact soit lié à cette fissuration périphérique. Je suis d'accord avec vous sur l'historique, en fait, pour nous, c'est pas vraiment un artefact parce qu'on n'étudie pas le béton pour étudier le béton. Et donc, au final, avec cette PSD-là, ce que je veux dire, c'est qu'on a fait la mesure de PSD et la mesure de perméabilité au même moment avec les échantillons qui sont dans la même configuration. Donc, du coup, effectivement, il y a peut-être eu de la microfissuration, mais celle-là, elle doit participer à l'écoulement. C'est ce que je veux dire, elle est réelle. Et donc, effectivement, mais on a fait une procédure aussi de séchage, etc., de préparation des échantillons pour essayer de minimiser ces effets-là. Mais ça, a priori, ça c'est vraiment du bruit de mesure dû à la mesure d'intrusion de mercure, parce qu'il n'y a pas de pore qui participe à l'écoulement, sinon la perméabilité serait plus importante. Mais effectivement, c'est parce que la particularité, c'est que du coup, moi, les bétons, je les utilise vraiment comme étant des matériaux artificiels modèles, on va dire, même si c'est déjà très compliqué. Mais du coup, je ne regarde pas ces effets-là. Je me mets à un temps donné et je vais faire toutes les caractérisations.
Ouais. la distribution bimodale. Ça, il y a quelqu'un qui connaît très bien ça, c'est Véronique Barreguet, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Elle avait observé ça effectivement sur des tombes, des mortiers de laboratoire. Ça vient simplement du fait que par constitution du matériau, il y a en fait, c'est des familles pores qui ne sont pas les mêmes. Les nanopores, ce sont des pores qui résultent de l'hydratation de la pâte de ciment. Donc là, il y a bien un pic qui est lié à ces constitutifs de la formation du matériau. Et l'autre, c'est plutôt des pores capillaires qui sont le résultat de la distribution de la radiométrie. Exactement, c'est autour. Tout à fait lié à le problème de distribution dont je parlais ce matin. Et donc, c'est pas du tout étonnant qu'entre les deux, il peut y avoir une gap. Oui, exactement. Et spécifique au matériau. exactement. Et là, du coup, justement, on essaie de faire un peu ce même modèle-là, mais en diminuant la taille de pore. Donc, en fait, on essaye d'enlever les premiers pics, donc avec des microsables, par exemple, des choses comme ça. Et là, effectivement, on a des PSD qui sont plus piqués sur, on va dire, la caractérisation de l'assemblage CSH de la pâte de ciment, quoi. Alors voilà, on n'a pas validé, on va dire, on n'a pas validé ce modèle pour des perméabilités qui sont inférieures. Enfin, ce que j'ai donné, enfin là on est à 10-17, 10-16. Parce qu'en fait, après, c'est la technique de porosimétrie mercure. Elle ne permet pas de bien caractériser ce qui se passe ici. D'ailleurs, on voit que c'est bruité, parce que si on va à très haute pression, on va endommager aussi le matériau. Donc après, il faut passer sur de la porosimétrie gaz. Donc ça, on a les équipements au labo, et c'est ce qu'on veut faire dans les années suivantes. C'est-à-dire que, mais il faut faire un autre modèle, parce que là, le modèle, on l'a fabriqué pour être analogue de ce qui se passe en porosimétrie mercure. C'est pas cet assemblage-là qu'il faut utiliser si on veut regarder ce qui se passe dans la porosimétrie gaz. Typiquement, au lieu de remplir dans la porosimétrie mercure, on remplit les gros pores à basse pression. En porosimétrie gaz, c'est le contraire. On remplit d'abord les petits pores. Donc du coup, il faut complètement inverser le type de réseau qu'il faut fabriquer. Mais voilà, on veut y aller justement pour avoir les deux. Descendre en échelle de port. Parce qu'après, pour les ports plus importants, on peut faire, on peut utiliser les résultats que je vais montrer, Picandet, après on peut faire du Darcy, etc. Mais là, nous, ce qu'on cherche, c'est aller vers les petits ports.